Lorsque quelqu'un veut de l'aide, il faut que cette l'aide, à ne plus demander de l'aide. Il faut qu'il soit capable lui-même de fournir un certain niveau d'effort. Bonsoir, ici Pierre Maisonneuve. Notre émission ce soir vous parvient du Canada, du Mali et du Burkina Faso. Un long voyage qui nous permet de suivre à la trace une partie des milliards dépensés par les Canadiens pour l'aide au développement. Avons-nous encore les moyens d'aider les autres? Sommes-nous aussi généreux pour les plus pauvres que nous le prétendons? Ce soir, à Enjeu, à qui profitent les milliards de l'aide canadienne? Du blé canadien pour des enfants affamés, le symbole de la générosité du pays envers les plus pauvres. L'an dernier, l'Agence canadienne pour le développement international, l'ACDI, a acheté plus de 700 000 tonnes de blé, la moitié des surplus des producteurs canadiens, pour l'aide alimentaire internationale. L'Agence canadienne a versé 150 millions de dollars dans les poches des fermiers. C'est le revenu moyen de 3 000 d'entre eux. Une partie de l'aide alimentaire est acheminée dans plus de 50 pays pour faire face à la famine provoquée par des guerres ou des catastrophes naturelles. Par contre, une portion de l'aide alimentaire du Canada ne sert pas à nourrir les plus pauvres. Dans certains pays, comme le Mali, l'aide alimentaire emprunte un chemin détourné. Le blé est vendu sur le marché local pour ramasser des fonds. Ici, au Mali, un des pays les plus pauvres de la Terre, le blé canadien sert de monnaie d'échange. Ce dont le Mali a le plus besoin, ce n'est pas du blé, mais d'argent pour répondre à ses besoins élémentaires de soins de santé et d'éducation, pour faire face aux contre-coups des réformes économiques imposées par les grandes institutions internationales. En 3 ans, l'argent de la vente du blé a permis de créer un fonds d'aide de 12 millions de dollars au profit des Maliens. L'an dernier, l'aide alimentaire canadienne a favorisé le Mali et d'autres pays. Mais les premiers qui en ont profité, ce sont les fermiers des prairies qui, eux, ont reçu 150 millions de dollars. Pour des gens d'affaires, l'avenir est dans les pays pauvres, avec les contrats de l'ACDI et de la Banque mondiale. Après la pause, des nouveaux missionnaires. Des pays riches comme le Canada accumulent les dettes et les déficits. À ce moment-là, qu'est-ce qui les pousse à investir des milliards de dollars par année dans les pays en voie de développement, comme ici au Mali? Par charité ou par intérêt? Jugez par vous-même. Pour chaque dollar que le Canada verse chaque année pour l'aide au développement, au moins 60 cents sont dépensés, non pas ici, mais chez nous, où ça crée des emplois et des profits. Des pays se font une vive concurrence pour s'arracher des contrats de l'aide internationale. C'est 60 milliards de dollars par année. Des entrepreneurs de chez nous ne vivent que de l'aide au développement. Ils deviennent tout simplement des missionnaires en cellulaire. Bamako, capitale du Mali. Un pays du Sahel au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Un des 5 pays les plus pauvres de la Terre. Plus de 8 millions d'habitants dont l'espérance de vie ne dépasse pas 50 ans. Les 3/4 sont analphabètes. Après plus de 20 ans de dictature, le Mali a élu son premier gouvernement démocratique il y a 2 ans à peine. Ça fait 20 ans que le Canada aide le Mali. Il en est le 4e plus important donateur. Plus de 40 millions en dollars l'an dernier. Une aide qui implique une quinzaine d'organismes non gouvernementaux canadiens reliés à l'aide aux pays pauvres, des ONG, des institutions canadiennes et des entreprises privées attirées de plus en plus par le marché de l'aide. J'ai oublié de t'expliquer tout à l'heure, en ce qui regarde Madagascar, on devrait faire l'intervention entre le 10 juin et le 10 août. Okay? D'une tour à bureau anonyme de Longueuil, en banlieue de Montréal, Michel Côté et ses associés rayonnent dans une quinzaine de pays. Ils n'ont pas d'usine et le seul produit qu'ils ont à vendre,
c'est leur expertise en gestion. C'est eux-mêmes. Donc, Mali. Une cible importante pour l'entreprise, l'Afrique. Nous ne sommes pas des missionnaires. Nous sommes là pour faire des affaires. Il y a des affaires à faire. Les Français font beaucoup d'affaires avec l'Afrique. Les Belges font beaucoup d'affaires avec l'Afrique. La communauté économique européenne fait beaucoup d'affaires avec l'Afrique. Et pourquoi est-ce que le Canada ne ferait pas des affaires avec l'Afrique? Les intérêts de Michel Côté et de ses associés coïncident presque toujours avec ceux des pays en voie de développement. 95% du chiffre d'affaires de l'entreprise, 10 millions de dollars par année, viennent essentiellement des contrats de l'aide au développement, de l'ACDI ou de la Banque mondiale, entre autres. Nous, les Africains, on a l'habitude de dire que nous traînons un peu, mais cette fois-ci, je pense que c'est plutôt du côté canadien que ça traîne, pour une fois. Donc, vous nous laissez la balle, vous envoyez la balle dans notre camp, si je comprends bien. Un consultant peut coûter entre 500 et 1000 dollars par jour et plus, même au Mali, où Michel Côté vient négocier un contrat avec la Société d'électricité du pays, de l'aide aux pauvres à prix fort. Cette aide-là, ils ne la retrouvent pas à l'intérieur du pays. Ils n'ont pas de consultants formés à l'intérieur du pays avec les moyens adéquats pour leur permettre de redresser la société. Donc, de deux choses l'une. Ou bien ils laissent la société comme ça, ou bien ils appellent, en fait, à une aide internationale, une aide extérieure au pays, pour venir justement développer leur entreprise, laquelle entreprise maintient des emplois, crée des emplois, permet justement de produire de l'électricité à un prix qui sera de meilleur, en fait, à un meilleur prix, ainsi de suite. Donc ça, c'est fondamentalement de l'aide au développement. Et ça, c'est une ligne qui a été construite par les Canadiens. C'est ça, construit par les Canadiens, financé par les Canadiens, directement par l'ACDI. Et tout le matériel devait provenir du Canada à hauteur de 66,2%. Donc, les retombées économiques étaient évidentes pour le Canada, compte tenu des matériaux utilisés. Ça, c'est évident. Et même le transport a été négocié par l'ACDI, directement avec le transporteur canadien ou sur appel d'offres du Canada. Mais l'ACDI, habituellement, ne fait pas de prêts, fait des dons. Donc, est-ce que ça, c'était un don de l'ACDI que vous n'avez pas à rembourser? C'est un don aussi. C'est un don qui a été fait au pays. En dehors de quelques centres urbains, il n'y a pas d'électricité au Mali. 95% des 8 millions d'habitants en sont privés. Énergie du Mali ne compte que 50 000 abonnés qui paient presque 3 fois plus cher qu'au Québec. Cette société d'État croule sous les déficits. Le gouvernement et ses ministères ne payent pas leurs comptes, les abonnés non plus, sans compter ceux qui se branchent illégalement sur un réseau de 50 mégawatts, produit dans 3 centrales de faible dimension. Cette hiérarchie voyagera sur les frais généraux de sa société. Pour développer un réseau nécessaire à la croissance du pays, le Mali a besoin d'argent. Mais la Banque mondiale impose ses conditions. La plus dure, des patrons étrangers. Ils sont 4, 2 entreprises françaises et 2 québécoises. CRC Sogema de Longueuil pour l'implantation de l'informatique et de règles de gestion calquées sur le modèle des pays du Nord. Le poste frais général, les frais généraux n'est pas élevé, hein? Hydro-Québec International pour la direction du réseau électrique. SOR Afrique, une filiale de l'importante société française Bouygues pour la direction générale. Et Énergie de France pour la gestion du personnel. Pour avoir des fonds étrangers, vous avez dû accepter. Est-ce que vous avez eu le choix, en fait? Bon, on a le choix, mais très peu de choix. Le Mali est un pays sous-développé et l'électricité est une industrie très capitalistique. C'est-à-dire qu'il faut investir aujourd'hui pour faire face aux besoins de demain. Donc ça nécessite, sur le plan économique, des efforts très importants. Et à l'heure actuelle, le gouvernement est obligé d'arbitrer. Il faut déjà faire face au quotidien de tout un chacun, de tout Malien, et ensuite faire face aux besoins de développement. Et la masse d'argent indispensable pour ce faire n'est pas au niveau du Mali. Oui, le PDG, Oumar Sall, va rester président du conseil d'administration. Mais il sait que dans ce contrat, il a peu de choses à dire. Tout au plus, sauver les apparences. Je crois que vous rapprochez toujours les problèmes qui sont
réel au Mali. Je crois qu'il faut faire attention à ça. Je crois qu'il faut faire attention. C'est vrai que les Maliens a des conditions particulières qui ne sont pas très avantageuses. Moi, je veux bien le convenir. Mais un expatrié ne vit pas dans ces conditions-là. Il faut aussi qu'on sache que EDF fait des conditions certainement très particulières à son personnel. Ça, c'est connu, hein. Les CKS et autres, c'est pas partout qu'on va trouver l'exemple. Payer les vacances, 3 mois de vacances à Morzine et autres, c'est pas dans toutes les sociétés françaises qu'on trouve ça. Ouais. Payer 30 heures hebdomadaires, c'est pas partout en France qu'on trouve ça. Ailleurs, on fait du 42 heures. Pour une société qu'on est en train de chercher à redresser, il ne faudrait pas que tout de suite on croit que chacun qui va venir va loger dans un palais. C'est ça, on m'a dit que ça va vous coûter autant pour payer les professionnels que ce que ça vous coûte pour payer l'ensemble de vos employés. Vous êtes bien informé. C'est à peu près cet ordre de grandeur parce que la délégation de gestion pour 5 ans va coûter à peu près 5 milliards de francs CFA. Et la masse salariale annuelle de l'énergie du Mali à l'heure actuelle est autour du milliard de francs CFA. La facture est élevée. Ça va coûter 12 millions de dollars, dont 250 000 dollars par année pour chacun des 5 étrangers qui vont venir gérer l'énergie du Mali. La Banque mondiale prête la moitié, le Canada et la France donnent le reste. Les Maliens n'y peuvent rien, mais dans un pays où le revenu moyen par habitant est de 250 dollars par année, la pilule est difficile à avaler. Il va nous coûter plus cher en climatisation, en entretien, en salaire que l'ensemble des 1370 travailleurs de l'énergie. 5 expatriés coûteront plus cher que l'ensemble des travailleurs de l'énergie du Mali. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on donne de la main droite, on reprend de la main gauche. Et c'est vous qui allez payer? Et c'est nous qui payerons à la Banque mondiale. Ah non. Ah non. Non, c'est fini ce temps-là, c'est fini. L'énergie, ça peut devenir payant, même en Afrique, où tout reste à faire. Les Français auraient préféré une privatisation, comme en Côte d'Ivoire, où ils sont parvenus à évincer Hydro-Québec International, qui apportait une assistance technique à ce pays depuis des années. Les Français avaient même une entente en ce sens avec le gouvernement malien. Mais le Canada a fait échouer le plan. En novembre 92, lors d'une réunion de bailleurs de fonds, nous avions l'impression que des intérêts étrangers voulaient s'approprier de l'énergie du Mali. Point à la ligne. Le Canada a investi beaucoup dans l'énergie du Mali depuis 20 ans, à beaucoup de niveaux avec des partenaires canadiens. Et on ne pouvait pas laisser ça aller. D'autant plus qu'on est intéressé à continuer à investir l'énergie du Mali, parce que pour nous, le Canada au Mali, c'est un secteur de pointe dans lequel nous sommes excellents. Et c'est un secteur qui fait aussi travailler les Canadiens, alors qu'au Mali, ce n'est pas notre première vocation. On a pris les postes les plus difficiles, d'abord pour se mettre en appétit, et maintenant on en vient au poste le plus facile où le pourcentage est là. On vous dit, bon, maintenant quel est l'effort que vous pouvez faire sur ce qui est marqué marge bénéficiaire? Je vous rappelle, nous étions en appel d'offres, en concurrence, et vous avez retenu la meilleure offre. Donc, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est pas possible. Le PDG vous a demandé de faire un effort. Ça, c'est au nom de EDM. Et moi, au nom du département, je vous demande de faire encore un effort. Il reste entendu, effectivement, que dans les règles du jeu, vous avez soumissionné et vous avez été les meilleurs. Mais ce que nous vous demandons, c'est de nous aider à bien passer cette période difficile. Et pour cela, à essayer en tout cas, d'alléger notre charge financière. L'enjeu est important pour les Maliens, mais il l'est peut-être encore plus pour les Français et les Québécois qui leur font face. Cette forme d'aide veut dire pour eux des millions de dollars de contrats dans d'autres pays d'Afrique, où parfois ils s'associent, comme ici au Mali, ou encore où ils se font une dure concurrence. Mais comment peuvent-ils réussir à remettre sur pied des entreprises alors que des années de soutien technique à coût de millions de dollars d'aide n'ont presque rien changé? On est délégué général de gestion, c'est nous qui, demain matin, devenons le patron. Par contre, comme c'est temporaire, qu'en plus d'être payé au résultat, on doit former des homologues qui vont prendre la place de nos cadres quand ils vont quitter, et que c'est par ce succès-là qu'on va réussir à faire d'autres projets similaires. Je n'ai plus le choix, là, maintenant. Là. Je dois absolument faire à la fois le redressement de la compagnie d'électricité, la modernisation, la formation du personnel
Et une fois que ça c'est fait, transférer aux Maliens, dans le cas du Mali, transférer la compagnie d'électricité, moderniser, systématiser, redresser, etc., aux nationaux. Pour le plus petit partenaire de ce consortium, CRC Sogema, l'électricité n'est pas le seul intérêt au Mali. Alors, cette opération va s'autofinancer totalement. Totalement, parce que vous prenez les meilleurs. Tandis que Michel Côté défend sa part du contrat avec la Banque mondiale, près d'1 million en 5 ans, 2 de ses employés travaillent au Mali à d'autres projets. Bien branché, Sogema s'est vu confier par l'ACDI et les Maliens l'administration d'une partie du fonds accumulé par la vente du blé canadien, le PAPME, un programme d'aide à la petite entreprise. L'argent de la vente du blé canadien permet à un entrepreneur malien de fabriquer un bien drôle de pain. Mamadou Mokhtar Ba, un homme d'affaires malien. Je parle comme quelqu'un qui veut gagner de l'argent. Il contrôle aujourd'hui presque toute la chaîne de l'industrie du matelas, de la fabrication à la vente. Je pense que l'intervention du PAPME au niveau avec la banque, ce n'est pas seulement une question de garantie, c'est une question de capacité de suivre la marche du projet, la gestion du projet. Il a investi 800 000 $ dans cette entreprise qui compte une trentaine d'employés. Le fonds d'aide lui a consenti un prêt de 180 000 $, pas un cadeau. Le taux d'intérêt est à 14 %, ce qui est quand même mieux que le taux en vigueur au Mali qui atteint 18 %. Les problèmes majeurs dans ce pays, c'est le financement et la gestion. Les banques refusent de prêter aux petits entrepreneurs. M. Théoret, est-ce que vous serez obligé d'être ici 10 ans ou 15 ans ou 20 ans pour aider M. Ba dans son fonctionnement? Non, pas du tout. C'est impassable. Effectivement, si on prend l'entreprise de M. Ba, c'est une entreprise qui démontre effectivement qu'il se dirige vers une autonomie de fonctionnement. M. Ba est très avancé dans les systèmes de gestion et il suit de très bien, si vous voulez, sa productivité, et je veux dire, et ses coûts, et ses prix de revient, et ses prix de vente. Maintenant, les banques, je crois que dans un financement nécessaire pour une relance d'un nouveau produit ou pour une amélioration, une modernisation, je pense que les banques, suite à l'expérience de M. Ba, ils vont pouvoir financer unilatéralement, je veux dire, sans l'appui du PAPME. Une cinquantaine d'entreprises ont été aidées par le programme d'aide. Les 3/4 des prêts sont remboursés à échéance. Le marchand de matelas a tout payé. Mais les Maliens ne sont pas les seuls à profiter du système. L'aide au développement va presque toujours dans les deux sens. Nonobstant tout ceci, on dit, voyez là où vous pouvez faire un petit effort. C'est tout. La recette est la même pour tous, les Français, les Allemands, Hydro-Québec et tous ceux qui gravitent autour de l'aide au développement. Aider les autres sans jamais oublier de s'aider soi-même. Nous sommes de cette génération qui va faire des affaires en Afrique et qui avons cette conception du développement qui est d'aider le pays à se développer par ses propres ressources. En d'autres termes, c'est que si on est capable d'aider à mettre en place un bon système au Mali, entre autres, pour la gestion d'une société qui s'appelle l'Énergie du Mali, et que les Maliens récupèrent ces technologies, ces façons de faire. Par le fait même, les Maliens vont diriger plus tard leur propre entreprise et seront en mesure, avec leur outil hydroélectrique, de développer leur propre pays. Entre-temps, nous, effectivement, c'est un contrat. Et ce contrat-là doit être payant. S'il n'est pas payant, on ferme boutique. Les Maliens peuvent-ils croire qu'un jour, ils pourront gérer leur économie et se passer des étrangers et de leurs contrats payants? La route sera longue. Avant de parler de développement économique durable, il faut parfois tenir compte de besoins élémentaires. Après la pause, de l'eau, des charrues et des écoles. Peut-on vraiment penser qu'en 5 ans à peine, on puisse changer les habitudes et les mentalités de paysans qui vivent, qui cultivent leurs terres de la même façon depuis des siècles? L'ACDI semble le croire. Il y a un peu plus de 5 ans, le gouvernement du Canada et celui du Burkina Faso se sont entendus pour un vaste programme d'aménagement des terroirs dans la province rurale du Nahouri. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, après avoir investi 10 millions de $, tout est remis en question. Et pourtant, le travail est bien loin d'être terminé. Dans son dernier rapport, le vérificateur général du Canada l'a souligné, l'ACDI n'a pas toujours de la suite dans les idées.
Ici, au Burkina Faso, dans la province du Naouri, le temps s'est arrêté avant la révolution industrielle. Dans ce pays très pauvre de l'Afrique, la moitié des 9 millions d'habitants a moins de 20 ans. Un enfant sur 5 n'atteint pas l'âge de 5 ans. L'espérance de vie de ceux qui s'en sortent ne dépasse pas 50 ans. Pour ces enfants, l'égalité des chances n'existe pas. Cette case de maternité, où les mères ont droit à 72 heures de repos après l'accouchement, plutôt que de retourner au champ tout de suite, c'est un luxe. Ça fait partie de l'aide donnée par le Canada dans le cadre d'un vaste plan d'aménagement du territoire confié à des spécialistes canadiens en agriculture et à leurs collègues du ministère de l'Agriculture et des Ressources animales du Burkina Faso. C'est l'aide minimale pour répondre à des besoins vitaux. Avoir de l'eau, avoir la possibilité de produire plus, avoir la possibilité de protéger la qualité des sols agricoles, avoir la possibilité d'avoir accès à du bois de chauffe plus près. Et ça, on sait que c'est très important parce que c'est les femmes en Afrique qui font l'approvisionnement en bois, en énergie pour préparer les repas. Et notre projet contribue à alléger la tâche des femmes. Dans l'esprit des responsables de l'ACDI, l'enjeu est clair dès le début en 89. C'est un projet à long terme, 15 ou 20 ans. Tout est à faire. Le budget de la première phase de 5 ans est fixé à près de 10 millions de dollars. Le projet vise 140 villages dont les limites sont mal définies, où la terre n'est pas une propriété privée. Impossible d'y changer les choses sans animation populaire, sans implication de l'ensemble des paysans. On va vous présenter l'ensemble des programmes qui ont été retenus par vous, avec notre appui. Je pense qu'il faut considérer que le but visé, qui est de sensibiliser les gens, de les amener à un équilibre écologique, social et économique, c'est quand même un changement assez profond qui implique aussi de changer certaines habitudes, des mentalités. Donc, ça demande du temps. L'autre aspect est qu'on est dans une région ou dans un pays où, par tradition, les changements sont lents et difficiles. Les traditions sont très fortes. Donc, je pense qu'il faut aussi compter que 5 ans, c'est très court à l'échelle africaine, quoi. Après 5 ans, 17 villages seulement sur 140 ont été touchés. Oui, et ça permettrait de faire des économies. Sur le terrain, ils sont 2 à diriger le projet ATN, à superviser les études et les travaux. Un Québécois, Martin Harvey, ingénieur agronome, et un Burkinabé, Bamba Boubacar, agronome lui aussi. L'eau qui est déjà retenue ici, c'est une eau qui vient d'une seule pluie. Bon, ça c'est... Bon, pour l'instant, c'est une seule pluie. Selon les dires villageois, c'est une seule pluie. Et pendant la saison des pluies qui commence, là, ça veut dire... 2 ou 3 autres pluies et le réservoir sera plein. Ce micro-barrage permet de recharger la nappe phréatique, d'abreuver les troupeaux et de travailler la terre sur une plus longue période, de cultiver du riz et des légumes. Ces travaux ne sont qu'une étape dans l'aménagement de ce bas-fond. Le projet pour un seul village comprend 3 autres micro-barrages et 2 autres digues. De quoi faire de Boala un village plus riche, avec une forêt villageoise mieux reboisée, mieux exploitée. Des fosses à fumier pour la récupération d'engrais. Pour impliquer la population, il faut plus que des plans, des études, des schémas. Il faut des réalisations concrètes. Des petites choses en apparence, mais qui ont un impact considérable. Un forage pour de l'eau potable. Une banque de céréales pour aider entre 2 récoltes. Une case d'alphabétisation. Et la visibilité du projet ATN est assurée. Ailleurs,
un moulin à farine libère les femmes de la tâche fastidieuse du pilonnage quotidien des céréales. Quand le moulin n'était pas là, elle faisait des distances pour aller écraser le mil. Mais comme le moulin est présent maintenant, d'ici à côté, tu écrases, puis tu reviens, tu continues ton travail. Dans un autre village, on se prépare pour les semences. Ces paysans ont gagné ensemble 15 000 $ l'an dernier en vendant leur riz. Pour faire du riz, il faut beaucoup d'eau. Ils n'auraient pas pu en produire pour en vendre sans la mise en valeur d'une digue construite par des Canadiens dans les années 80. En construisant en aval de longs canaux d'irrigation, on a amené l'eau vers les lopins de terre. On a permis à des fermiers de modifier leur culture et d'y ajouter des rizières. Les facteurs climatiques font en sorte que, par tradition, on cultive en saison des pluies et en saison sèche, il n'y a pratiquement aucune culture qui se fait. Maintenant, quand on peut gérer l'eau, de faire en sorte qu'on puisse irriguer les cultures, bon, ça permet de cultiver également en saison sèche, donc d'accroître et de diversifier également la production. L'importance du projet d'Agritexulte qui touche tous les aspects de la vie des villages, l'ampleur des budgets, dont 70 % sont dépensés ici, ça bouscule bien des habitudes. Celles des paysans, mais aussi celles des autres groupes présents sur le terrain, comme l'Aide à l'enfance Canada, un organisme non gouvernemental qui travaille dans le Naouri depuis plus de 10 ans. L'Aide à l'enfance Canada est financée par des campagnes de souscription pour plus de 50 % de son budget. Le reste vient de l'ACDI. Aucune commune mesure entre les moyens d'aide à l'enfance qui a pu investir 300 000 $ en 5 ans dans le Naouri et les 10 millions de l'ACDI pour le projet ATN. Quand le projet ATN s'est planifié, l'AEC a vu que le type d'intervention qu'ils allaient faire était à une échelle beaucoup plus grande sur sur des aspects ou des domaines d'intervention qui étaient aussi très variés. Et donc, nous, on a décidé par la suite, effectivement, de se cantonner au domaine éducation qui n'était pas touché par le projet ATN et de fonctionner en complémentarité avec eux. Complémentarité ne veut pas dire collaboration. Sur le terrain, chacun protège son territoire d'intervention. Aide à l'enfance a une approche d'aide tout à fait différente, moins globale, avec un principe, pas de cadeau. Et surtout, ne jamais mettre la charrue devant les bœufs. Pour donner une charrue à un paysan, il faut qu'il ait déjà ses bœufs. Pas question de fournir et les bœufs et la charrue. Exactement. Dans tous les domaines de notre aide, nous procédons de la même manière. Pourquoi? Parce que nous estimons que lorsque quelqu'un veut de l'aide, il faut que cette aide l'aide à ne plus demander de l'aide. Et la meilleure façon, c'est qu'il faut qu'il soit capable lui-même de fournir un certain niveau d'effort qui pourra, avec, n'est-ce pas, l'aide qu'il va recevoir, lui permettre de renouveler l'équipement. Mais l'action la plus percutante de l'aide à l'enfance au Burkina Faso, c'est son intervention dans l'éducation. Au Burkina Faso, les familles sont nombreuses, plus de 6 enfants en moyenne. Moins de 30 % de ces enfants vont à l'école primaire, car il n'y a pas de place pour tout le monde dans les classes surchargées, qui comptent parfois plus de 100 écoliers. Mamou a un joli bijou. De quoi? L'école ici, c'est comme une loterie. S'il y a trop d'enfants le jour de l'inscription, on tire au sort. Le gouvernement du Burkina Faso n'a pas les moyens de construire les écoles. Il laisse ça à la population des villages. En 12 ans, Aide à l'enfance Canada a participé à la construction de 9 des 28 écoles du Naouri, en payant les matériaux à importer, ciment, tôle, portes et persiennes, mais en laissant aux villageois la responsabilité de construire l'école. Dans le village de Tungu, une tornade a endommagé la petite école de 3 classes seulement. Les villageois font une corvée pour la réparer. Ils ont aussi à construire une maison pour un enseignant qu'on appelle encore ici le maître. Et c'est pas fini.
Mais là, on dit qu'on aurait besoin de 3 autres classes. Qui va les payer? Ben, nous pensons que même si AEC n'est pas là, de par leur mobilisation et leur niveau de compréhension par rapport à l'aide, ce qui a été fait doit servir de modèle pour pouvoir faire les 3 autres classes seules ou avec quelqu'un d'extérieur. Aujourd'hui, Aide à l'enfance Canada quitte le Naouri. Son travail est terminé. La relève est assurée par un groupe burkinabé. Agritexult se prépare aussi à partir, mais ce départ n'est pas volontaire. L'an dernier, l'AGDI annonçait qu'elle mettait fin à des projets d'aménagement des terroirs dans 3 pays, au Mali, au Niger et à celui du Naouri au Burkina Faso, parce que ça coûtait trop cher. 4 ans après le début de travaux qui devaient en durer 15, après y avoir investi 10 millions de dollars. Dans le contexte économique actuel au Canada, l'AGDI doit faire des coupures et on a imaginé on a apprécié que ces projets d'aménagement de terroir donnaient moins de visibilité à l'AGDI, permettaient moins d'espérer pouvoir faire du commerce avec ces pays africains qui ont peu à commercialiser avec le Canada. Agritexult doit terminer son mandat en décembre. Les Burkinabés n'ont pas les moyens de poursuivre les travaux seuls. Les besoins restent toujours là. Après 5 ans, 17 villages seulement sur 140 ont été touchés. 5 ans pour développer une province entière, changer des mentalités séculaires, c'était impossible. L'AGDI le savait, tout le monde le savait. À la fin de notre contrat, nous aurons rempli nos obligations contractuelles. Mais le développement de la province du Naouri, il ne fait qu'être initié. C'est les premiers pas d'un enfant qui commence à grandir. C'est un bébé qui commence à marcher. Il va être adulte dans 25-30 ans. En 89, l'AGDI lançait le projet du Naouri. En 93, elle annonçait son abandon. Il y a 2 semaines, elle changeait encore d'idée. L'AGDI veut rester au Naouri, mais pour faire quoi? Pour le savoir, une autre mission de fonctionnaires viendra sur le terrain élaborer un autre projet. Et on recommencera. Pour se tailler une place sur le marché de l'aide internationale, il faut se trouver un pays pauvre et un projet. Après la pause, le champ de bataille des spécialistes du développement. Cette route conduit à Tiébélé, dans la province du Naouri, au Burkina Faso. C'est peut-être une des plus solides, des plus belles de cette région rurale. Et elle fait en quelque sorte partie de notre histoire. Parce qu'ici, les Burkinabés l'appellent la route des Canadiens. Ils se souviennent très bien de ceux qui l'ont construite. Lavalin, devenu chez nous SNC Lavalin. C'est en construisant de telles routes, des barrages, partout dans le monde, grâce aux contrats de l'AGDI et de la Banque mondiale, que des entreprises comme SNC Lavalin se sont taillées une place importante sur la scène internationale. Avec pour résultat qu'aujourd'hui, 50% du chiffre d'affaires de SNC Lavalin se fait à l'étranger. Pour de telles entreprises, l'aide aux pays pauvres a été une bonne affaire, un tremplin. De quoi faire rêver bien des entreprises de chez nous. Juin 1994. C'est la 11e rencontre annuelle entre l'Agence canadienne de développement international et l'Association des exportateurs, très intéressés par les contrats de l'AGDI. L'AGDI place donc cette rencontre sous le signe du dialogue. Nous sommes avec vous pour écouter vos préoccupations, comprendre vos ambitions, saisir vos espoirs, mais nous sommes aussi là pour transmettre notre expérience, partager nos connaissances et vous rappeler les perspectives de l'admission spécifique de l'AGDI, contribuer au développement durable en réduisant la pauvreté. Pour beaucoup d'exportateurs, l'atelier qui permet d'ouvrir les portes des marchés internationaux, c'est l'AGDI. L'exemple est là, SNC Lavalin, dont 50% des affaires se font maintenant à l'étranger et qui profite encore des contrats de l'AGDI. 200 millions de dollars au cours des 10 dernières années. Tout a commencé par un premier contrat. Je crois que les premiers mandats qu'on a effectués dans les années 60 étaient sous financement AGDI. Ça nous a permis de nous faire connaître et de démarrer notre grande expansion internationale.
Maintenant, à ce moment-là, dans les années 60, où nos revenus internationaux étaient de quelques dizaines ou centaines de milliers de dollars, 100% financés par l'ACDI, à aujourd'hui, où c'est plusieurs centaines de millions financés par l'ACDI, peut-être à 3 ou 4 il y a eu toute une évolution. L'enjeu de la rencontre ACDI-exportateur est peut-être encore plus important cette année, alors que le Parlement a entrepris une révision de toute la politique étrangère canadienne, dont celle reliée au développement. Le budget annuel de l'aide au développement demeure très important, plus de 2,5 milliards de dollars, dont 1,2 milliard en aide bilatérale, administrée directement par l'ACDI. Les Nations unies évaluent que 10 % seulement de ces dépenses bilatérales vont directement aux besoins élémentaires des plus pauvres, pour la santé, l'éducation primaire et l'eau. Ces dépenses de l'ACDI représentent des centaines de millions en contrats pour des centaines d'entreprises canadiennes. Elles ne veulent pas que ça change. Au contraire, elles en veulent plus. C'est un point très important qu'on va souligner dans notre brief au comité parlementaire, d'utiliser le secteur privé plus dans les développements. Et deuxièmement, je crois que maintenant le gouvernement est déjà beaucoup plus aware, beaucoup plus conscient du fait que le secteur privé peut jouer un rôle important, beaucoup plus qu'il y a 1 an, il y a 2 ans. Ce que le secteur fait est apprécié maintenant, beaucoup plus. Nous, le Canada, on est peut-être les derniers. L'heure est au contact. On vient flairer les nouvelles tendances de l'aide internationale, à l'ACDI, mais aussi chez les autres bailleurs de fonds, la Banque mondiale, les banques africaines, interaméricaines ou asiatiques. Je me demandais au Vietnam, pour l'instant, est-ce que l'ACDI regarde ou étudie la possibilité de... L'intérêt de Marc Lausignan pour Tony Zetoun, de la Direction générale de l'Asie à l'ACDI, s'explique par la nature des produits qu'il a à vendre. Cet ancien consultant auprès de l'ACDI et de la Banque mondiale représente maintenant SR Télécom, une compagnie de systèmes téléphoniques pour les régions isolées. Son marché le plus payant, c'est l'Asie. L'autre marché qu'on regarde sérieusement, c'est le Pakistan. Puis on voit que les Français, encore une fois, et les Japonais sont très actifs dans le marché. Et on étudie, on regarde certains programmes ruraux à l'heure actuelle. On doit avoir des appels d'offres. On va peut-être approcher ACDI Inc. pour nous appuyer, encore une fois, pour offrir du formation additionnelle ou supplémentaire qui pourrait nous aider à être plus compétitifs et nous placer mieux pour entrer dans le marché. Et je vous encourage de le faire. SR Télécom, c'est une entreprise québécoise qui n'a pas le choix, qui doit exporter ses produits dans les pays en voie de développement, car elle fabrique un système téléphonique sans fil qui permet de prolonger de 700 km les réseaux téléphoniques conventionnels. Un marché de 5 milliards de dollars dans le tiers-monde. Le système permet de rompre l'isolement dans lequel vivent des milliards d'individus. En pleine récession, les ventes n'ont pas cessé d'augmenter pour dépasser 100 millions de dollars l'an dernier. SR Télécom a dû embaucher 130 nouveaux employés. En plus de son produit, l'entreprise doit assumer la formation de ses clients au Canada et à l'étranger. The controller section. The line shelf section. C'est par le biais de la formation que l'entreprise a obtenu l'appui de l'ACDI. Lorsque la compagnie a voulu décrocher un contrat de plus de 50 millions en Thaïlande, l'ACDI a ajouté une subvention de 1 million pour un programme étendu de formation dans le pays acheteur. Un coup de pouce suffisant. La contribution de l'ACDI nous a fait en sorte que notre offre était plus avantageuse face à de la forte compétition entre autres, les Japonais, NEC, qu'eux arrivaient avec des packages et avec des incentives semblables de leur programme d'aide. Donc, le secteur privé canadien a une place très importante dans le rôle que le Canada doit jouer à l'étranger, d'une part pour aider les autres, mais aussi pour aider le Canada. Aider les autres en s'aidant soi-même. La présidente de l'ACDI n'y voit pas de contradiction. Notre objectif central, c'est d'aider les peuples des pays en voie de développement. Mais qu'en le faisant, on doit se servir de l'expertise canadienne, puisque le Canada a beaucoup à offrir. Qu'on a beaucoup à offrir aussi au point de vue d'équipement, dans la mesure où notre objectif premier reste celui qui est au centre
c'est-à-dire d'aider les peuples les peuples des pays en voie de développement. En même temps, je pense qu'on doit garder nos intérêts canadiens en tête. Au moins une personne à Ottawa ne voit pas le rôle de l'ACDI de cette façon. Dans son rapport de l'an dernier, le vérificateur général du Canada y décelait plutôt des objectifs contradictoires. Il écrivait: Il est difficile pour l'ACDI de chercher à faire passer la pauvreté en premier et à encourager l'autonomie quand, au même moment, elle poursuit des objectifs commerciaux et politiques qui ne permettent pas toujours de s'attaquer directement à la pauvreté et qui favorisent la dépendance extérieure. Cet avis est partagé par des organismes non gouvernementaux qui envoient des coopérants volontaires à l'étranger et par les chercheurs de l'Institut Nord-Sud, un groupe canadien d'études sur les rapports entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement. On doit complètement éviter que l'objectif commercial soit un objectif de l'aide canadienne. L'objectif de l'aide canadienne doit être le développement, tout simplement. Et en plus, cela veut dire que l'aide doit aider les gens les plus pauvres et les pays les plus pauvres. À l'appui de cette critique, une décision controversée de l'ACDI. L'an dernier, ce sont 7 des pays les plus pauvres de l'Afrique qui ont été les plus touchés par les réductions budgétaires de l'ACDI. L'agence a aboli en bloc ses programmes bilatéraux avec l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, l'Éthiopie, le Kenya et Madagascar. Ces pays offraient peu de perspectives d'échanges commerciaux avec le Canada. On a maintenu l'aide à des pays beaucoup plus riches. Comment vous conciliez cette décision avec votre engagement envers l'intervention auprès des plus pauvres? Je pense que c'est un des secteurs que la Revue de la politique étrangère doit revoir et qu'il revoit aussi à ce moment-ci. La situation actuelle, je pense que nous permettra, à travers cette revue, de dire est-ce que c'est une décision qui doit être modifiée, est-ce que c'est une décision qui doit rester telle qu'elle est là ou non. Le vrai développement, ça commence par les gens, je crois, qui sont les plus pauvres et qui sont les plus démunis. Et ça commence par, d'abord, que les gens ont une santé, ont de la bonne santé. Ça commence avec des gens qui peuvent lire. Ça commence comme ça. C'est comme ça que le développement s'est commencé en Asie. C'est comme ça que tous ces miracles économiques qu'on voit maintenant en Asie, c'est parce que ces gouvernements ont concentré sur l'éducation, sur la santé de la population. C'est pas qu'ils ont fait un projet ici et par là sur la télécommunication. Si l'ACDI investit dans le bilatéral environ $1 milliard, mais c'est $1 milliard qui va en bonne partie, dans l'économie canadienne. Il profite tout autant aux pays récipients que s'il était fait par la France ou par l'Allemagne, mais en prime, c'est de l'argent qui revient dans l'économie canadienne. Donc, si on coupe cet argent-là, on se tire dans le pied un peu. Peut-être c'est une chose légitime à faire, d'aider des sociétés canadiennes à faire la compétition dans le monde, parce que tout le monde le fait. Bon, mais si c'est ça le cas, c'est pas à l'ACDI de le faire. C'est pas leur tâche de promouvoir les exportations commerciales. C'est peut-être la tâche du département de commerce international ou peut-être la société d'expansion des exportations, la société de couronne, de faire cette tâche. Mais c'est pas la tâche de l'ACDI. La tâche de l'ACDI, c'est de promouvoir le développement. En période de restriction, avec de moins en moins d'argent dans les coffres de l'État, comment faire le partage entre nos intérêts et ceux des plus démunis de la Terre, entre l'aide et notre développement? Le Canada doit décider très bientôt de sa nouvelle politique en matière d'aide au développement. Mais quelle que soit la décision qu'il prendra pour l'aide au tiers-monde, il tiendra compte de ses intérêts. Nous sommes généreux, mais à nos conditions. La semaine prochaine, à Enjeu, un sujet délicat qu'on ne peut éviter de regarder en face, le suicide.